Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur Décideur TV, sur le Journal du Net, mais aussi sur Offre Média. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité tout au long de cette émission. Alors justement, notre invité, qui est-il? Véritable pionnier en matière de digital, il débute sa carrière à Londres chez Mills & Allen en marketing, avant de fonder en 1996 5e Gauche, l'une des premières agences digitales en France. Il est également président de l'AACCI, le syndicat professionnel des agences digitales, et professeur à Sciences Po Paris. J'ai nommé Édouard de Pouzillac. Bonjour Édouard, merci d'être présent. Bonjour Laura Jeanne. Bonjour. Alors la tradition veut que l'on commence par une question de Thierry Amar, mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez rappeler aux internautes ce que vous faites chez 5e Gauche? Alors chez 5e Gauche, je suis donc le fondateur de l'agence avec un associé, nous sommes deux fondateurs. Donc 5e Gauche, c'est une agence de communication digitale pure player, indépendante, qui fait 50 personnes aujourd'hui, qui est reconnue pour sa créativité et aussi toute la partie conseil, avec un fort pouvoir d'innovation. Aujourd'hui, on est une agence généraliste. À l'ère de l'hyperspécialisation, on revendique ce positionnement-là, c'est-à-dire un positionnement qui va avoir une grosse connaissance e-commerce et une grosse connaissance des marques, et voilà, avec des clients très différents comme par exemple Darty, Yves Rocher, et puis des clients luxe comme Bulgari, Zénith ou Runard. Très bien. Alors on va regarder maintenant la question de Thierry Amar, le président d'Offre Média. Édouard de Pouzillac, comment devrait évoluer le périmètre d'une agence digitale, sachant que tout est digital aujourd'hui? Alors, allez-y. Thierry a tout à fait raison. Aujourd'hui, tout est digital, donc toutes les agences de communication doivent avoir une offre digitale. Donc aujourd'hui, on peut voir deux typologies d'agences en fait. Il y a des agences de communication classiques qui se sont digitalisées. Elles se sont digitalisées soit en faisant des rachats, soit en intégrant des talents digitaux pour créer des départements. Et puis il y a une deuxième typologie d'agences qu'on appelle les agences digitales pure player, qui elles vont être vraiment structurées autour uniquement de l'offre digitale, où le digital est vraiment au cœur. Donc ensuite, les différences entre ces deux agences, je dirais que le périmètre des agences de communication digitale, c'est un périmètre qui va toucher à tout ce qui est campagne digitale, tout ce qui est lancement de sites, événementiel, médias sociaux. Et elles le font avec beaucoup de talent, je veux dire, il n'y a même plus de débat à avoir aujourd'hui. Mais dès que les problématiques vont devenir un petit peu plus pointues, dès qu'on va parler d'écosystème digital, dès qu'on va parler d'e-commerce, de création de services, de mobilité, là, à ce moment-là, on va faire appel à des agences pure player, parce qu'on va retrouver toutes les expertises digitales dans ces agences-là que n'ont pas les autres agences. Par rapport à cette question-là, moi je me rappelle que Mathieu Delesseux, qui était à l'époque chez Duke, oui. En fait il déplorait ne pas avoir accès vraiment au top management des marques quand il travaillait avec elles en fait, qu'il avait juste accès aux spécialistes du digital. Et il m'expliquait que maintenant qu'il était chez DDB, en revanche c'était beaucoup plus appréciable parce que voilà, il pouvait travailler ses problématiques digitales vraiment en amont. Est-ce que c'est une remarque que vous partagez? Est-ce que chez 5e Gauche vous êtes aussi dans cette position-là? Mathieu a tout à fait raison là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas accès au top management. On travaille pour la plupart du temps avec soit les directeurs digitaux, directeurs marketing, directeurs de communication. On a rarement accès à des directeurs généraux ou des présidents. Pour autant, je pourrais aussi retourner la situation à Mathieu, c'est que je pense que du coup, il ne touche pas aussi à toutes les problématiques auxquelles on touche nous, c'est-à-dire vraiment des problématiques business des clients. Il en fait parfois, je le sais, avec beaucoup de talent, mais c'est vrai que nous, on est beaucoup plus dans le business, on est beaucoup plus dans des problématiques e-commerce et du coup dans le marketing de l'offre de nos clients. D'accord. Alors, on va passer aux questions des internautes. Quel conseil, Pulpi demande, quel conseil pratique donneriez-vous pour réaliser un bon site e-commerce? Un bon site e-commerce. Déjà, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de choisir une bonne agence. Et au-delà de ça, c'est du coup de faire une compétition avec des agences qui ont effectivement du savoir-faire et des références. Je reviendrai là-dessus peut-être quand on parlera de la ACC sur les compétitions. Sur le site e-commerce, après, pour réaliser un bon site e-commerce, il faut avoir évidemment un parcours client de qualité. Le e-commerce ne peut plus se penser uniquement avec un site. Il doit se penser en termes de parcours d'achat. Aujourd'hui, un internaute, dans les parcours clients, tous les touchpoints digitaux sont importants. Donc on commence sa recherche sur sa tablette, on la poursuit avec son mobile et on fait parfois son achat sur le site, mais on va aussi souvent en magasin, d'où la digitalisation des magasins aujourd'hui. Donc je dirais que les recettes, c'est une très bonne ergonomie, simple, des contenus à forte valeur ajoutée et puis un tunnel de vente efficace pour, voilà, avec en plus tout ce qui va toucher à la personnalisation, etc. de la relation.
Vous évoquiez la montée en puissance de la tablette dans le parcours client. Oui. La démocratisation prochaine du e-commerce, j'imagine que ça change aussi un peu les problématiques que vous adressez pour vos clients e-commerçants, non? Ah bah tout à fait. Aujourd'hui, ils se posent tous la question effectivement du mobile, comment on va intégrer le mobile à la fois dans notre parcours client. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'être testées. On en est vraiment au tout début. Là, il y a une initiative qui est assez intéressante que fait, je crois, c'est Macy's à New York et à San Francisco, puisqu'ils ont par exemple utilisé des petits e-beacons, donc c'est des petites stations qui vous permettent de recevoir des messages en temps réel dans le magasin. Soit ce sont des offres personnalisées en fonction des rayons dans lesquels vous êtes, soit ce sont pendant votre file d'attente, des petits messages d'encouragement, etc. Voilà, ce sont des expériences qui sont intéressantes parce qu'elles vont nouer une relation particulière avec le client et personnelle. Alors Sylvie demande, pensez-vous que les sites web seront tous à l'image de leur site mobile et de leur appli dans quelques années? First Mobile. Alors, First Mobile, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est impensable d'imaginer qu'on puisse avoir une expérience différente entre ce que l'on fait avec sa tablette, quand on utilise son mobile et quand on va en magasin. Donc, on doit raconter la même histoire, on doit avoir la même expérience et la même offre. Ça, c'est certain. Alors, est-ce que pour autant, ils se ressembleront tous? Non. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé, on est beaucoup dans le responsive design. On est aussi un peu dans l'adaptive design, c'est-à-dire que parfois, on customise des contenus ou des interfaces, mais 98% du contenu est présent sur quel que soit le device que vous utilisez. Sachant que de plus en plus d'utilisateurs utilisent au moins 3 devices avant de faire un achat. Alors, une des particularités du digital, c'est que tout va vite. Comment est-ce qu'on fait pour créer une relation durable avec les digital natives et pour rester dans le coup? Alors ça, c'est effectivement très difficile parce que c'est une génération qui n'hésite pas, qui n'a pas forcément de fidélité. Donc en fait, comment on essaie de les rendre fidèles? À mon avis, c'est à travers la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à travers vos différents touchpoints digitaux, donc à travers des contenus, à travers des services. Et c'est là aussi l'enjeu pour nous, agences, de répondre, d'accompagner nos clients demain dans ce genre de posture, parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus toucher à l'offre de nos clients, avec des profils plus marketing qu'on va intégrer dans nos agences, pour créer de nouveaux services, de nouvelles sources de revenus qui vont fidéliser le client, l'internaute, à travers, je vous dis, ça peut être à travers soit des parcours clients un petit peu plus personnalisés ou de nouvelles créations de services. Et cette multiplication des points de contact, elle complexifie un peu aussi la relation client. On parle beaucoup de data chez 5e Gauche. Est-ce que c'est une problématique que vous voulez adresser, préempter Ah bah oui, tout à fait. La data, c'est essentiel. Alors moi, je suis un peu énervé quand on parle de big data. Parlons plutôt de smart data, parce que la data, il y en a toujours eu. Ça, on ne le découvre pas maintenant. Depuis 15 ans, il y a de la data. En revanche, il y a de nouveaux profils qui arrivent. Par exemple, nous, on va recruter prochainement une jeune fille qui vient de Suède et qui est planeuse, mais qui est une planeuse qui part de la data. Donc elle va avoir deux lectures de cette data. Elle va avoir une lecture très analytics que font pas mal de gens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle va analyser les parcours clients pour les optimiser, mais elle va aussi avoir une lecture consumer, data consumer, pour comprendre comment se comportent les cibles, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles cibles à aller capter, comment on va pouvoir leur parler, etc. Donc voilà, il y a de nouveaux profils en agence qui arrivent, basés justement sur cette expérience de la data. Et plus en amont, tout ce qui est récolte de la data, techno qui permettent de cruncher toutes ces datas, on voit certains groupes de CRM qui investissent massivement. Ouais. Vous vous positionnez sur ce créneau-là, vous le laissez à d'autres? Non, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on ne peut pas aller sur toutes les expertises métiers. Donc, le positionnement de l'agence 5e Gauche, c'est de dire, soyons déjà très forts sur la création, sur le conseil, le planning stratégique et être innovant. Et après, allons chercher les meilleurs experts autour de nous. Et effectivement, vous avez raison, il y a des portes d'entrée CRM, des agences qui sont très fortes en CRM. Aujourd'hui, on n'aurait pas la capacité d'intégrer ce métier-là, donc on va travailler avec elles en complémentarité. Alors justement, un internaute demande, faut-il avoir peur de la big data ? Ah ben non, il ne faut pas avoir peur de la big data. La big data, si elle est utilisée au profit de l'internaute, elle est absolument fabuleuse. Moi, je préfère recevoir des bandeaux ou des bannières ou toutes sortes d'expériences qui vont être proches de mes attentes qu'avoir quelque chose qui n'a strictement aucun intérêt. En revanche, ce qui est vrai, ce qui est un peu perturbant, c'est quand je vais sur un site de voyage et que pendant 2 semaines, je me tape le bandeau qui me vend le voyage que je n'ai pas pris, etc. Oui, donc c'est encore en train de, on va dire, de bouger. De s'autoréguler peut-être. Il est en train de s'autoréguler, mais on est vraiment qu'au tout début. Moi, je pense que si c'est pour le bénéfice de l'utilisateur, je trouve ça tout à fait formidable, la data. D'accord. Alors, Jeff demande, une campagne de pub sur Internet est-elle plus efficace que dans les autres médias ? Alors, est-ce qu'elle est plus efficace? En fait, elle n'a pas le même rôle. Une campagne de pub sur Internet, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment savoir faire la différence entre votre investissement de départ, donc de création et de médias, et le retour sur investissement que vous avez. Ça, c'est exceptionnel.
C'est très business, je dirais. Après, quand on parle, par exemple, quand on veut faire de la notoriété, ce n'est pas forcément sur Internet qu'il faut faire des campagnes. On va plus être dans la télévision, la radio, en fait, je veux dire les médias classiques. Donc en fait, c'est deux orientations très différentes. Quand on a vraiment des problématiques de business, on va être plus sur le digital et on va pouvoir mesurer le retour sur investissement. Quand on a plus des problématiques de notoriété, les médias classiques sont encore très très performants et bien plus que le digital. Vous pensez que Facebook, qui lance son offre de vidéo là, et qui a quand même 1,5 milliard d'utilisateurs, pourrait être justement cette solution pour faire de la notoriété sur Internet? Bah, écoutez, je n'ai pas la réponse à cette question, évidemment, mais je trouve que c'est une initiative qui est très intéressante. Là, on pourrait aussi parler de la Google, c'est la Chromecast, Chromecast de Google. Voilà, je pense qu'ils vont vers ce média-là, ils vont tester de nouvelles choses. On est vraiment au tout début. Donc moi, je trouve ça passionnant. Et c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est que, en fait, je ne fais plus le même métier que je faisais il y a 2 ans. Et dans 1 an, je ne ferai évidemment pas le même métier que je fais aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein d'opportunités qui arrivent. Alors justement, à ce sujet, Eva demande, face aux profils digital natives, les profils marketing et com qui ont déjà 10 ans d'expérience, sont-ils has-been dans une agence digitale? Non, ils ne sont pas has-been parce qu'on a besoin de seniorité. Donc c'est vrai que souvent, il y a des nouveaux talents qui arrivent et qui ont une énergie, une lecture même du média et qui ont des usages qui sont différents de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en agence. Mais pour autant, ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour gérer la relation commerciale, pour comprendre les attentes de nos clients, voilà, connecter à la fois des usages et des priorités de nos clients. Voilà, c'est du coup... Aujourd'hui, c'est un mix d'expérience et aussi de jeunes talents qui arrivent sur ce métier, parce que c'est vrai que parfois, il y a des jeunes talents qui sont, voilà, qui ont un potentiel énorme, où la prime à l'ancienneté n'est pas garantie dans une agence digitale, c'est clair. En termes d'organisation interne, vous avez lancé des initiatives pour faire se rapprocher un peu ces deux mondes, entre guillemets? Ah oui, tout à fait. Nous, en fait, on a un modèle où on a choisi des bureaux, donc on est une 50aine, donc on est sur un peu plus de 600 mètres carrés, sur un seul plateau, avec aucune... en fait, il n'y a pas de salle de réunion, enfin, il y a 2 salles de réunion, mais après, tout est ouvert, parce qu'on souhaite que les gens circulent, parce que si les gens circulent, ils partagent, et s'ils partagent, les idées circulent. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, c'est le mode sur lequel on est. Et on a eu d'ailleurs une expérience assez intéressante, parce qu'à un moment, avant de rejoindre ces bureaux, nous étions dans des bureaux pendant 3 mois, où il y avait, c'était pareil, c'était un grand plateau, mais juste séparé avec 3 grandes baies vitrées, où on mettait la création d'un côté, le planning et les commerciaux, et le développement, donc la technologie. Là, c'est bon, plus personne ne bougeait du bureau. C'était incroyable. Voilà. Alors justement à ce sujet, enfin plus ou moins, tout le monde, Julia demande, tout le monde parle de design thinking, mais c'est une notion assez floue. Est-ce que vous avez recours à cette approche et est-ce que vous pourriez en donner votre propre définition? Ma propre définition du design thinking, c'est que c'est une approche multidisciplinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas en silo. Donc c'est-à-dire qu'on met autour de la table pour réfléchir à on part de l'expérience en fait. On part d'une expérience, c'est pour ça que c'est intéressant pour une agence digitale, mais je dirais que finalement, une agence digitale, elle a toujours travaillé en design thinking. Elle a toujours mis autour de la table des gens très différents, des gens qui sont issus de la technologie, des planeurs strat, des concepteurs d'acteurs, des directeurs artistiques, des directeurs conseils, des gens qui ont des profils très différents, que ce soit des ingénieurs, des gens qui viennent du marketing, des créatifs. Et ils échangent et ils partent à partir de l'expérience, c'est-à-dire ce que fait, il y a beaucoup d'études sur les comportements, etc., que fait le planning stratégique. On part de ça, on part d'un usage, ensuite on va trouver un concept et ensuite on va travailler sur la forme. Voilà comment moi je définirais le design thinking en agence. Vous auriez un exemple d'application concrète, par exemple chez Darty, qui est un de vos principaux clients, comment vous avez pu mettre ça en pratique? Eh bien, par exemple, on a fait une opération qui était intéressante pendant l'Euro l'année dernière, enfin il y a donc 2 ans maintenant, l'Euro de football, où on était parti du principe qu'en magasin, chez Darty, les vendeurs aujourd'hui ont un rôle purement voilà, ils conseillent, mais sans vraiment mettre en valeur tout le savoir qu'ils ont sur une télé connectée, etc. Donc on avait proposé une application où on mettait en scène justement une télé connectée avec une petite application qu'on avait développée avec une technologie. Donc on partait d'une idée techno au départ qui s'appelait du WebSocket, qui permettait de connecter votre mobile et votre téléviseur en ayant juste du Wi-Fi dans le magasin ou de la 3G. Et donc, en fait, vous aviez un petit ballon sur lequel vous aviez 10 tirs de penalty à faire. Donc, il y avait un gardien en face de vous qui bougeait comme ça. Et vous, avec votre doigt, vous étiez en train de faire passer le ballon donc, de votre mobile sur la télé en direct avec le vendeur à votre côté qui vous expliquait comment la télé pouvait être connectée, comment on pouvait faire du lien entre les deux. Donc, on redonnait de la valeur au vendeur. Et ça, voilà, c'est une idée qui part d'une idée technologique qu'on a su remettre, packager d'un point de vue créatif et qu'on a mis en test dans 2 magasins. Et il y a eu 6000 joueurs en 2 jours et c'était très intéressant. Ouais, en plus, c'est un moyen ludique de vraiment mettre en valeur le produit parce que la TV connectée, on en parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, on sait que les TV sont connectables, mais dans la pratique, ils se connectent rarement parce qu'il y a un problème de pédagogie par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est vraiment le tout début
la télé connectée. D'ailleurs, au Super Bowl, il y a eu une pub H&M où on pouvait, si vous aviez une télé connectée, acheter en direct les différents éléments qui étaient présentés pendant la pub. Mais ça reste un tout petit phénomène. Mais c'est quand même très intéressant. Mais après, en termes d'usage, oui, c'est très limité. Alors, Zlatan, j'imagine que c'est une blague, demande comment ramener de l'audience sur un site. Comment ramener de l'audience sur un site? Déjà, si on avait Zlatan sur un site, ça ramènerait beaucoup d'audience, donc ça serait formidable. Mais si on n'a pas la chance d'avoir Zlatan, eh bien, à ce moment-là, il faut faire appel à des sociétés qui sont expertes pour ça, c'est-à-dire des sociétés médias ou des agences pure player médias qui ont vraiment une connaissance de l'acquisition client qui est très importante. Donc ça peut être au moyen, il y a plein de moyens différents. Ça peut être évidemment des trucs classiques comme du display, comme des événements, mais ça peut être aussi du trigger marketing, ça peut être tout ce qui touche à l'emailing, etc. Il y a plein aujourd'hui de technologies qui vous permettent de faire venir du monde sur vos sites. Après, il faut transformer. Les réseaux sociaux, type Facebook, c'est un gros levier d'audience pour vous? C'est un carrefour d'audience extraordinaire. Après, il y a eu le fantasme du social shopping. Pour l'instant, on en est toujours, ça reste encore un fantasme. Il n'y a pas vraiment, il y a des cas qui sont intéressants, mais il n'y a pas vraiment eu d'expérience, on va dire, qui crée un standard. Donc, on est toujours en attente. Après, Facebook, voilà, il développe son chiffre d'affaires, c'est quand même intéressant. Mais bon. Alors, Chin Chin demande 5 secondes, 5 mots, 5K, donc en référence à votre page d'accueil, votre site. Voilà. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette approche? Pourquoi du comment? Oui, pourquoi du comment? C'est une bonne question. Effectivement, nous, ce qu'on voulait, c'était sur le site, en tout cas, c'était être synthétique et de montrer en quoi nous étions différents sur le marché en termes de positionnement. Je pense aussi que par rapport à nos clients, en fait, on a une démarche assez humaine, qui est basée aussi sur le savoir-faire et sur l'expérience que l'on a. Et du coup, voilà, on essaie toujours d'être sympathique, humain et performant, puisqu'on a cette forte culture héroïste. C'est ce qu'on appelle, nous, le triple ROI. On attaque toujours les projets sous 3 angles. Le retour sur investissement, toujours. Le retour sur image, c'est-à-dire aussi il faut avoir l'agrément. Et aussi tout ce qui est, alors c'est un peu tiré par le c'est le return on interactivity, c'est-à-dire comment créer de l'engagement avec nos clients. Sur les 2 dernières années, vous avez un peu élargi votre périmètre de clients. Initialement, vous avez toujours une forte dominante sur l'e-commerce et le luxe, mais vous êtes ouvert à des marques comme typiquement Toyota. Est-ce que vous pourriez aussi imaginer élargir votre champ de compétences et aller vers faire du offline, par exemple, pour... c'est vrai que comme on disait justement la question de Thierry Amar, aujourd'hui, tout se digitalise, donc on est un peu aussi obligé d'adresser les problématiques offline. Vous avez tout à fait raison, c'est une opportunité qui est devant nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'a pas fait parce que le marché n'est pas encore hyper mature pour ça. Maintenant, je pense que ça serait beaucoup plus facile pour une agence digitale de faire du offline que pour une agence offline de faire du digital. Parce qu'en fait, on parle de culture digitale. Et une culture digitale, c'est la culture justement de se remettre en cause régulièrement, c'est la curiosité, c'est une temporalité différente avec la publicité classique. C'est ce qui crée aussi le choc des cultures quand une agence de communication classique intègre une agence digitale. Il y a vraiment un problème de culture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous verrez, et c'est déjà le cas, il y a de plus en plus d'agences qui ont intégrer les agences digitales et qui reviennent à un modèle où elles vont créer une offre sans doute pure player à côté de leurs agences. C'est déjà le cas dans plusieurs agences américaines. Alors, Julia demande, concernant les réseaux sociaux, que pensez-vous des nouveaux réseaux type Snapchat, Line? Comment est-ce que les marques peuvent-elles capitaliser sur ces réseaux? D'accord. Eh bien, écoutez, sur ces nouveaux réseaux, déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont des réseaux qui sont plus, on va dire, d'ordre privé. Et éphémère, peut-être que ça fait écho à justement le problème de la data, la protection des données. Par exemple. Exactement. Donc du coup, ça crée une certaine angoisse et c'est vrai que ces réseaux comme Whisper, alors Line, c'est un peu différent, mais parce que vous me parlez de Line, Whisper et Snapchat, c'est ça? Snapchat et Whisper, c'est vraiment basé sur le côté éphémère. Line, c'est un peu différent parce qu'en plus, il y a un modèle économique derrière avec les stickers que vous pouvez en plus acheter pour les personnaliser. Et puis ensuite, c'est un réseau social qui vient d'Asie. Ça fait du coup écho au rachat sans doute de Facebook par rapport à WhatsApp, puisque à travers WhatsApp, il va pouvoir intégrer ou plutôt concurrencer Line sur des marchés asiatiques et en Inde. Donc voilà. Mais pour vous, c'est pas forcément des effets nouveautés, des effets bulles. Ça peut être Snapchat. Alors est-ce que ça peut durer dans la Est-ce que Snapchat qui refuse une offre de rachat à 4 milliards de dollars a raison de croire en son produit? Alors moi je pense qu'ils ont toujours raison de croire dans leur produit. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose d'éphémère? Aujourd'hui, en tout cas, ça répond à une attente et ils sont capables d'évoluer aussi, donc je trouve que c'est intéressant. Après, sur les réseaux sociaux, il y a un point qu'on pourrait noter, c'est que je pense qu'aujourd'hui,
avec les réseaux sociaux, on est au même point que la télé dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation en fait, des différents réseaux sociaux, comme à l'époque l'augmentation des chaînes, et une fragmentation de l'audience et une segmentation de cette audience. Donc du côté agence et du côté annonceur, ça remet en cause un petit peu les modèles. Avant, on allait sur Facebook, sur YouTube, etc., sur LinkedIn, Google+. Là, aujourd'hui, on a plein de petits réseaux sociaux qu'on peut capter. Après, il faut être créatif pour essayer de voir comment on peut s'insérer à l'intérieur. C'est dur, j'imagine, en plus de garder une cohérence dans la stratégie social media dans tous ces réseaux sociaux verticaux. Ah oui, je suis d'accord avec vous, c'est très dur et ça demande du coup beaucoup de travail chez l'annonceur en concertation avec son agence digitale, sans doute de créer des structures, beaucoup d'échanger. Je pense qu'à terme, de toutes les manières, il va y avoir à la fois en termes d'organisation chez les annonceurs, mais aussi chez les agences, de profonds changements. Et d'après vous, l'écosystème du digital va encore se diversifier, se complexifier ou comment vous voyez la suite? Oui, il est tout le temps, c'est protéiforme, donc il va tout le temps se complexifier, ça n'arrête pas de se complexifier. C'est pour ça aussi que vous avez de nouvelles agences qui se créent tous les mois, qui vont être ultra spécialisées sur uniquement une partie de cet écosystème. Donc il y a des agences qui vont être spécialisées sur le digital in-store, d'autres qui vont être spécialisées uniquement sur l'acquisition d'audience, en magasin ou sur Internet. Donc c'est complètement protéiforme et c'est ça qui fait la richesse de notre métier. C'est justement le côté, ce qu'on sait aujourd'hui, ça sera complètement remis en cause dans quelques mois parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui vont arriver sur ce marché. Et si on revient un peu sur 5e gauche, rester indépendant une dizaine d'années, ça relève presque de la gageure sur le marché du digital. Est-ce que vous comptez rester dans cette situation-là ou est-ce qu'un jour vous pensez succomber aux sirènes d'un plus grand groupe qui pourrait vous donner les moyens typiquement d'investir dans de la data par exemple? Tout à fait. Écoutez, c'est pas impensable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est bien en tant qu'indépendant. On a la chance de pouvoir le rester puisque l'agence va bien. Donc ça, c'est une chance. On se développe bien, donc du coup, voilà, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on a envie de rester indépendant. Mais maintenant, là, vous avez raison, c'est qu'il y a aussi des limites à notre modèle, et c'est vrai notamment en termes de réseau, en termes parfois d'expertise. Donc aujourd'hui, on travaille avec des partenaires. Demain, on pourrait travailler, effectivement, peut-être intégrer des ressources et des talents qui nous donneraient encore plus de légitimité et de pertinence par rapport à nos recommandations. Donc, ce n'est pas impossible. En tout cas, voilà, de temps en temps, on est à l'écoute des propositions qu'on peut nous faire. Alors, comment ça se passe à l'heure actuelle concernant la participation des agences aux compétitions? Les coûts augmentent, baissent? Oui. Alors, les compétitions, c'est un vrai sujet avec lequel on parle beaucoup avec l'UDIA, parce que j'ai aussi la chance d'être président de la CCI. Donc, c'est un sujet qui touche vraiment toutes les agences, mais pas que les agences digitales, mais je vais parler que des agences digitales aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous donne un exemple qui m'est arrivé là il y a 24 heures. Donc, je suis contacté par une très belle marque que je ne citerai pas. Et le brief est super intéressant et donc je lui demande combien d'agences avez-vous mis en compétition. Elle me dit j'ai mis 10 agences en compétition. Je lui dis mais vous ne trouvez pas que c'est un peu beaucoup? Elle me dit écoutez non parce qu'on a mis des agences avec des ADN différents donc on a besoin de comprendre sous quelle langue vous allez nous répondre. Je lui dis d'accord mais bon nous on a des règles c'est 4 agences maximum et en plus même pour eux ça demande un travail énorme d'avoir 10 agences. Ils vont avoir des réponses qui sont très différentes les unes des autres. Et je lui demande deuxième question c'est est-ce que vous avez donné le budget, au moins un cadre budgétaire? Pour vous éviter, c'est quoi l'idée là-dedans? C'est d'éviter que vous ayez une réponse à 100 000 € et une autre à 450 000 € que vous allez sans doute préférer parce qu'il y a plus de contenu, plus d'idées, plus de créativité. Vous allez choisir finalement au rabais une agence parce que vous n'avez pas donné un cadre budgétaire. Donc pour toutes ces deux raisons-là, nous n'irons pas sur cette compétition. Mais voilà, c'est un vrai problème sur lequel on travaille avec l'UDA en ce moment et on est assez d'accord, on est assez en ligne. Donc prochainement, on va sortir c'est pas un guide de bonne conduite, mais c'est une charte ensemble qui sera un peu des deux côtés, c'est du côté agence et du côté annonceur, qui sera intéressante. Il y a même certaines agences qui ont des positions encore plus extrêmes et qui se refusent à participer à des appels d'offres. C'est vrai qu'on accuse parfois les marques d'aller un peu à la pêche aux idées et derrière de les recycler avec l'agence qui a été la gagnante. En fait, alors oui, il y a toujours ce débat-là, je suis d'accord avec vous. Après, moi je peux comprendre aussi une marque, elle a envie de mettre en compétition une agence au bout de 3 ans. Ce qui est vraiment fatigant, c'est quand une marque fait un one-shot avec vous et vous remet en compétition toutes les années. Ça, c'est fatigant. Mais quand ça serait sur la durée, au bout de 3 ans, elle a le droit quand même de remettre en compétition pour régénérer des idées, même avoir de nouvelles équipes, etc. Néanmoins, il y a d'autres façons peut-être de concevoir les compétitions. Peut-être que plutôt que demander des livrables, etc., on peut peut-être rester sur la stratégie. On peut peut-être aussi faire des workshops avec les clients. Comme ça, ils testent les équipes en temps réel, leur activité, leurs connaissances, le côté humain. Et c'est peut-être moins chronophage parce qu'en fait, pourquoi nous, c'est embêtant le mode de compétition à l'heure actuelle, c'est qu'on investit beaucoup de temps
d'énergie et de profil pour ces compétitions. Le coût moyen d'une compétition aujourd'hui pour une agence digitale, ça varie entre 10 000 € et ça peut monter jusqu'à 40 000 € pour les très grandes compétitions et voire beaucoup plus. Donc vous comprenez que du coup, on a besoin de savoir si on a une chance sur 3 de gagner ou une chance sur 10, c'est pas la même chose. Et on a besoin de connaître le budget. Donc justement, j'allais vous demander, est-ce que les annonceurs progressent dans les briefs quand même? Moi, je trouve que les annonceurs progressent dans les briefs. Ils progressent aussi dans la façon dont ils mènent leurs compétitions, dans la façon dont ils débriefent les compétitions. Alors oui, il y aura toujours de mauvais élèves, mais je trouve que globalement, sur ces 2 ou 3 dernières années, il y a quand même de la progression. Ça reste néanmoins un problème avec lequel on travaille main dans la main avec l'Union des annonceurs. Et alors, est-ce que vous avez constaté des changements depuis le début de votre mandat en octobre 2012, si je ne me trompe pas? Des changements, oui, déjà des changements dans mon métier, déjà, beaucoup. Après, nous, à l'ACCI, on a 3 objectifs. Bon, déjà, c'est un objectif de think tank entre nous. Il y a l'ACCI, c'est un peu plus de 30 agences digitales, qu'elles soient des petites agences pure player qui font 10-20 personnes, jusqu'à des grosses agences qui font 200 personnes, des agences qui sont à Paris, qui sont en région. Donc, c'est un fabuleux think tank parce qu'elles ont soit c'est des agences pure player, soit ce sont des agences digitales de communication qui sont digitalisées. Donc c'est un fabuleux think tank parce qu'on parle de nos métiers, de nos problèmes, etc. On met aussi en avant tout ce qui va être la créativité digitale française à travers les prix français et internationaux, par exemple à Cannes, aux Eurobest, aux Webby Awards, etc., au Grand Prix du marketing digital stratégie. Et puis à côté de ça, on est aussi un acteur de l'économie numérique important, puisqu'il faut quand même comprendre que les métiers liés au digital ont créé plus de 10 000 emplois ces dernières années. Donc on doit peser de tout notre poids dans les décisions gouvernementales qui pourraient avoir un impact sur nos métiers. Et le dernier point, c'est travailler avec les autres syndicats professionnels, comme le SRI, comme l'UDECAM, comme l'Union des annonceurs. Alors, il vous reste que quelques mois d'ici la fin de votre mandat. Quels sont les gros enjeux, les priorités là, dans les médias? Les priorités, je dirais qu'il y en a 2. C'est déjà de continuer à travailler avec l'Union des annonceurs. Là, on a initié un projet que je trouve très intéressant, qu'on trouve collectivement très intéressant, qui s'appelle les Digital Days avec les annonceurs, c'est-à-dire qu'on co-crée avec eux sur des thématiques qui leur plaisent. Donc la première thématique là, c'était le Digital In-Store. On fait 4 rendez-vous par an à l'UDA où on amène 2 à 3 agences qui vont parler de leur expérience avec des clients ou des benchmarks qu'ils ont fait sur un sujet en particulier. Donc c'est un format qui permet de beaucoup échanger, qui ensuite se termine dans une sorte de pot où on peut poser des questions en one-to-one, networking. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important qu'on souhaite développer. L'autre sujet, c'est avec l'Union des annonceurs. Donc il y a le sujet de l'Union des annonceurs. Après, c'est tout ce qui est l'évolution de nos métiers et notamment de la rentabilité de nos agences. Voilà, mais ça, c'est plus un sujet interne aux agences. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Édouard de Pouzillac, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À la semaine prochaine.